Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale consacrée aux élections sénatoriales de cette année 2018. Comme vous le savez, ce dimanche était jour d'élection au Cameroun. Des conseillers municipaux se sont donc rendus dans les différents bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire national pour élire les 70 sénateurs de la République. Vous avez écouté tout à l'heure dans le journal les échos des différentes régions. Nous reviendrons dans cette édition spéciale sur quelques morceaux choisis du déroulement de ce scrutin et qui devrait donc permettre de désigner 70 sénateurs au Parlement dans quelques jours. Et donc, pour évoquer tout cela, nous avons choisi d'inviter sur ce plateau un enseignant de droit. Il est à l'Université de Douala, docteur Kinfak Etienne. Bonsoir. Bonsoir, Duval. Merci d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie également. Voilà, vous êtes enseignant de droit et juste derrière vous, nous allons recevoir également quelques hommes politiques, notamment des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, le parti au pouvoir, ou encore du SDF, le Social Democratic Front, pour nous donner quelques indications sur la manière dont se sont déroulées ces élections sénatoriales sur l'étendue du territoire national. Je vous propose donc d'écouter d'abord ce premier entretien avec le docteur Kinfak. Alors donc, docteur Kinfak, la première chose qu'il faudrait peut-être voir, en attendant d'écouter les hommes politiques tout à l'heure, c'est lorsqu'on parle de ces élections sénatoriales, il s'agit de quoi? De façon précise, quels sont les enjeux? On a eu l'impression que les gens ne sont pas beaucoup intéressés à ces élections. On a même eu le sentiment que beaucoup ne savaient pas qu'il se tenait aujourd'hui des élections. Est-ce parce qu'il ne s'agit pas d'élections populaires? À quoi ça sert des élections sénatoriales dans un pays comme le Cameroun? Duval, disons que en 1996, il y a eu une véritable révolution constitutionnelle au Cameroun. Parce que l'architecture, la structure des institutions a été profondément modifiée. Et l'organe législatif, qui était seulement constitué de l'Assemblée nationale, a été changé en un parlement qui désormais bicaméral. Est bicaméral, c'est-à-dire à deux chambres. L'Assemblée nationale et une nouvelle chambre qui est le Sénat. Pendant beaucoup d'années, on a attendu avec beaucoup d'impatience la mise en œuvre de cette institution à cause de son rôle qui est de représenter les collectivités territoriales. Et vous savez, nous sommes dans le processus de la décentralisation, et vous comprenez que les collectivités territoriales avaient besoin qu'au niveau national, que les intérêts des régions, que les intérêts des communes soient pris en compte lorsque les lois sont élaborées. Donc ça a été la fonction du Sénat. En avril 2013, on a assisté aux premières élections sénatoriales qui ont permis de constituer cette chambre avec 70 sénateurs nommés et élus, et 30 sénateurs nommés par le président de la République. Aujourd'hui, c'est vrai, vous avez raison, on a l'impression que ce n'est pas un événement. Je pense que c'est surtout à cause du collège électoral, qui n'est pas le corps électoral, c'est-à-dire ceux qui sont chargés de désigner les membres du Sénat, qui ne sont pas l'ensemble de l'électorat camerounais, c'est-à-dire tous ceux qui ont le droit de participer à une élection en tant qu'électeur, mais un collège restreint, c'est-à-dire des personnes qui se distinguent par une certaine fonction et qui sont chargés dans un scrutin indirect de désigner les membres du Sénat. Donc, on se retrouve avec normalement un certain non-intérêt des populations parce que l'intérêt que l'on a par rapport à quelque chose dépend d'abord de ce que cela nous apporte à nous. L'intérêt dépend de ce que nous pouvons y participer directement, ce qui n'est pas le cas. Donc, on peut comprendre que ici et là, si ce n'est pas au journal de 20 heures, si ce n'est pas peut-être un WhatsApp d'un ami qui vous dit « Ah, les sénatoriales, c'est aujourd'hui », beaucoup en sont venus à oublier que ces élections se tenaient ce jour. Alors donc, en somme,
premièrement, il faut savoir qu'il fallait répondre à un besoin. Il fallait combler ce vide entre griffes. Tout à fait. Depuis la mise en place, l'élaboration de la Constitution du 10 janvier 1996, qui prévoyait justement ce Parlement bicaméral. Oui. Et ensuite, il fallait maintenant effectivement organiser ces élections-là pour donner ce caractère bicaméral au Parlement en désignant donc ces sénateurs. C'est ce qui a été fait en avril 2013. Mais vous savez qu'il y a un immense débat en ce moment, Dr Kempfak, sur l'importance ou l'intérêt de cette seconde chambre-là. On a des pays africains qui ont décidé carrément de s'en débarrasser. Est-ce que tout cela, et au Cameroun, il y a un autre débat sur le bilan même des sénateurs qui sont en train de remettre leur mandat en jeu, entre autres. Est-ce que ce n'est pas tout cela qui fait que finalement, les gens se disent que il n'y a pas beaucoup d'intérêt à se préoccuper de ces élections sénatoriales? Nous ne pouvons pas méconnaître dans un pays comme le nôtre le rôle de la seconde chambre du Parlement, le rôle du Sénat dans le travail législatif, dans l'activité de contrôle du gouvernement, dans l'activité générale de la démocratie telle qu'on veut la construire ou telle qu'on est en train de la construire au Cameroun. Le débat, on peut le faire sur la pertinence d'une institution comme celle-là, mais voyez-vous, à mon sens et à mon niveau, je ne pense pas que l'utilité aujourd'hui soit de débattre de son utilité. Nous avons cette institution qui a été prévue, elle fonctionne, elle apporte sa contribution à l'élaboration des lois, elle apporte sa contribution au fonctionnement de la démocratie au Cameroun, elle apporte sa contribution à la défense des intérêts de ceux qu'il doit représenter, parce que le Sénat, nous l'avons dit, représente les collectivités territoriales. Et il faut bien sûr que les collectivités territoriales soient représentées au niveau national. Nous sommes entrés, je le disais tout à l'heure, le président l'a dit il y a quelque temps, il faut accélérer la décentralisation. Alors, accélérer la décentralisation, c'est également prendre des lois qui vont permettre d'implémenter un certain nombre de choses. La bonne gouvernance, la démocratie, de permettre aux collectivités territoriales... Et à ce niveau-là également, il y a une autre polémique. Il y en a qui estimaient qu'en réalité, pour cette année 2018, on aurait dû mettre d'abord en place, par exemple, les conseils régionaux pour compléter le collège électoral qui devrait, je veux dire, de façon précise, de façon légitime, contribuer donc à la désignation de ces sénateurs-là. Ces conseils régionaux n'ont pas été désignés, les conseils régionaux ne sont pas mis en place. Il y a donc un débat sur la légitimité, par exemple, de ce Sénat qui va être mis en place. Est-ce que pour vous, c'est un débat qui tient? En 2013, il y avait déjà eu un débat. Parce que le mandat des conseillers municipaux qui sont allés élire les sénateurs aurait expiré. Donc aujourd'hui, on revient sur le débat de la constitution du collège électoral. Oui, nous le savons, la loi l'a si bien dit. Le collège électoral pour l'élection des sénateurs est constitué d'une part des conseillers municipaux, d'autre part des conseillers régionaux. Fallait-il d'abord mettre en place les conseils régionaux? Pour moi, on peut débattre là-dessus. Tout est sujet à débat en réalité. Mais l'objectif du débat, c'est quoi? Parce que le mandat des sénateurs est en train d'expirer. Et il faut faire en sorte que la Chambre soit renouvelée dans les limites que la loi a prévues. Et donc, légitimement, le président trouve que, en attendant la mise en œuvre, telle que la loi l'a prévue, en attendant que les conseils régionaux soient opérationnels, le collège électoral sera constitué uniquement des conseillers municipaux. Bon, même si on ne comprend pas pourquoi jusqu'ici ces conseils régionaux ne sont pas mis en place, certains ont évoqué les textes qu'il fallait préparer et bien d'autres éléments qui ne sont pas prêts et qui donc ne permettent pas effectivement que ces conseils régionaux soient mis en place. Alors on va écouter dans quelques instants un reportage, on va regarder un reportage de Donald Brice Kamgan dans quelques instants il fait le compte rendu du déroulement de ces élections
notamment dans la ville de Douala, au centre unique du collège Afressaker, qui avait 2 bureaux de vote. Mais avant d'y arriver, je voudrais qu'on revienne sur un autre élément, Dr Kinfack. Lorsqu'on regarde les premières tendances qui arrivent, je veux dire, des bureaux de vote, est-ce que un Parlement, ou si vous voulez un Sénat monocolore aujourd'hui, ne viendrait pas un tout petit peu remettre en question l'analyse qui est faite par un certain nombre d'universitaires tendant à expliquer que justement ce Sénat est un point important dans le processus de démocratisation des institutions de notre pays. On a eu en 2013 un Sénat multicolore avec le principal parti politique de l'opposition, Oui. le SDF qui était. Il y a également d'autres partis d'opposition qui ont accédé au Sénat suite à la décision du président de la République. Aujourd'hui, le sentiment qu'on a en regardant ce qui arrive du terrain, c'est qu'il y a un risque que le principal parti politique de l'opposition, le SDF, n'ait plus, je veux dire quoi, une masse importante de sénateurs dans cette chambre haute du Parlement. Est-ce que cela ne viendrait pas dénaturer un tout petit peu ce processus de démocratisation des institutions? Mais Duval, vous devez savoir qu'en 2013, le Sénat qui est issu des sénatoriales de 2013, le fait que plusieurs partis soient représentés a été en réalité un concours de circonstances. Le RDPC a vu certaines de ces listes être annulées dans certaines régions. Notamment dans la Mawa et à l'ouest. Et a donné donc des consignes de vote. Que serait-il advenu si ces listes n'avaient pas été annulées ou rejetées? Donc aujourd'hui, on se retrouve, on va dire, dans la situation de 2013, avec des conseillers municipaux qui sont en majorité, on va dire pratiquement tous, sont du parti au pouvoir. Et nous devons reconnaître que le propre d'une démocratie, le propre d'une démocratie majoritaire, lorsqu'on est au pouvoir, c'est de pouvoir assurer aussi simplement et aussi calmement que ça l'adoption de ces lois par les organes chargés de son adoption. Ça veut dire que le président de la République veut avoir sa majorité parlementaire à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat. N'importe quel parti une majorité absolue, ça peut suffire, docteur Kinfack. Mais une majorité obèse entre griffes, comme même à le souligner certains responsables d'opposition, ça peut donner l'impression que... Ce sont des qualificatifs. Ce sont des qualificatifs, M. Fangwa. Nous ne pouvons pas ici dénoncer de manière objective et en toute objectivité le fait, par exemple, qu'au sortir de ces sénatoriales, le RDP se retrouve avec 68 députés, sénateurs sur 70. Les élections sénatoriales ont cette particularité d'être, on va dire, sans grand suspense, parce que le collège électoral est connu. Et la discipline des partis, on sait que les consignes de vote sont données. Chaque conseiller d'un parti, on verrait mal un conseiller du RDPC aller voter pour un sénateur du SDF ou d'un autre parti qui ne fait pas partie de ce qu'on appelle la majorité parlementaire. Donc, de la majorité présidentielle, je voudrais dire. Donc, on ne va pas faire un mauvais procès. Nous allons simplement constater que le RDPC, avec l'entièreté de ses conseillers municipaux, peut-être, a décidé de faire ce que tout parti ferait dans cette situation. Alors, nous recevons donc sur ce plateau Jean-Robert Wafo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes militant du Social Democratic Front, vous êtes adjoint au maire de la commune d'arrondissement de Douala 2e et vous êtes ministre de la communication et chef au cabinet du SDF. Alors, la première question que je pose, c'est de savoir quel est l'élément qui retient le plus votre attention au sortir du déroulement de ce scrutin? Non, mais il y a plusieurs éléments. Bon, le principal élément, c'est la victoire éclatante que nous avons obtenue dans le Nord-Ouest. Parce que voyez-vous, rien n'était gagné à l'avance.
nos sénateurs qui sont constitués, n'est-ce pas, des personnes. Alors, donc on va revenir à vous dans quelques instants. On nous signale qu'il faut regarder d'abord ce reportage sur le déroulement des élections à Douala. C'est un reportage qui est signé Donald Brice-Kanga. 18h dans ce bureau de vote B du centre du collège Alfred Sacker dans le département du Vouri. Ils étaient 253 conseillers municipaux attendus ici. Ils ont été un total de 252 qui ont effectivement pris part au vote. Place à présent à la commission électorale pour les opérations de dépouillement. Dans ce centre de vote du collège Alfred Sacker, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais s'en sort avec un total de 166 voix sur les 252 qui ont été effectivement exprimées ici. Le RDPC qui est suivi par le Social Democratic Front avec 54 voix. L'UDC et l'UPC qui ont respectivement 4 voix exprimées. Tous les électeurs ont pris part au vote, donc très facilement 100% de votants. Et un bureau de vote où sur 128, nous avons eu 126 votants, en sachant qu'il y a un électeur qui ne s'est pas présenté et un autre qui est sous le coup d'une suspension de son droit de vote du fait d'une détention préventive. Disons qu'on peut déjà en faire un bilan positif parce que ayant ouvert les bureaux de vote dès 8 heures, le vote a pu se dérouler sans anicroche. Et à 18 heures, le bureau de vote B a pu procéder lui aussi après le bureau de vote A à son dépouillement. Et rendu à ce moment-ci, les résultats dans ces bureaux de vote-là sont disponibles. La commission est encore en train de remplir les procès-verbaux et les fiches de dépouillement. Et donc nous pouvons dire à ce niveau-ci que le vote s'est bien déroulé. Maintenant, vous le savez, on ne peut définitivement dire que le vote s'est bien déroulé que lorsque le contentieux sera vidé, s'il y en a un. Et donc, nous attendons déjà la confirmation de ce qui s'est passé dans le bureau de vote au niveau de la commission régionale de supervision et ensuite la commission nationale de recensement des votes et puis le conseil constitutionnel. Au total, 6 formations politiques qui ont pris part à ce scrutin dans la région du littoral qui en fait la région la plus disputée du territoire national. Il s'agit de l'UNDP, de l'UDC, du RDPC, du Social Democratic Front, de l'ANDP et de l'UPC. Des récriminations venant notamment des partis politiques de l'opposition sur la configuration des urnes ou encore les modalités de paiement des frais de transport des conseils municipaux. Certains ont estimé que ces frais auraient pu être déposés à Elections Cameroun, l'organe en charge de l'organisation des opérations de vote, mais ces fonds ont été déposés au trésor public. Non, mais d'abord sur le plan purement technique, dans les bureaux de vote, on a pu observer que les enveloppes ne pouvaient pas être totalement fermées parce que quand vous mettez votre bulletin dans l'enveloppe, il était facile pour celui qui est à côté, n'est-ce pas, alors qui remplit les formalités de savoir quel bulletin vous avez choisi. Et de deux, c'est le lieu également de se poser une question simple. Alors que le Cameroun tire le diable par la queue du fait de la récession économique qui s'abat sur l'ensemble du territoire, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas instituer le bulletin de vote unique. C'est moins coûteux et ça fait perdre moins de temps. Voilà, une fois de plus, ça n'a pas été fait et puis bien évidemment, on ne sait pas de quoi le RDPC avait peur. Nous le disons encore, cette chambre budgétaire, cet argent qui est utilisé aujourd'hui pour ce Sénat peut être appliqué dans plusieurs domaines, dans plusieurs secteurs d'activité au Cameroun et boosteront même l'économie camerounaise. Ceci dit, pour l'instant, nous respectons ce qui est là. Mais comme vous le savez, nous avons un projet de société dans lequel ne figure pas le Sénat pour les jours à venir, mais nous avons respecté la loi qui existe. Nous avons exercé notre droit. La journée de vote s'achève ainsi au collège Alfred Sacker dans le premier arrondissement de Douala, d'où nous signons François Dikoumet, Donald Brice-Kanga, Equinox Télévision.
Jean-Robert Wafo, bonsoir. Bonsoir, M. Duval-Pangoy. Alors, si vous deviez donner une note à l'organisation de ce scrutin, notamment à Douala, au centre unique d'Alfred Sacker, la note sur 10, ce serait combien? Ce serait de toute façon moins de 4 sur 10. Moins de 4 sur 10. Moins de 4, donc ça peut aller à 2 sur 10. Je dis moins de 4 sur 10. Je vais vous dire pourquoi. Nous ne comprenons pas pourquoi, jusqu'aujourd'hui, comme je l'ai dit dans le papier que votre collègue a présenté, on ne parvient pas à instituer le bulletin de vote unique. Qu'est-ce qui empêche le régime? Alors qu'ils ont la majorité de conseillers municipaux, qu'est-ce qui les met dans un état de fébrilité au point où ils sont incapables d'instituer le bulletin de vote unique qui coûte moins cher et qui prend moins de temps? Qu'est-ce que vous notez là? Le déroulement des élections, le code électoral. Ça, c'est d'abord le code électoral. Et puis, il y a le déroulement du scrutin. Et la deuxième chose, c'est quoi? C'est que le bulletin, par exemple, qu'on m'a remis, je ne parvenais pas à fermer ce bulletin. Il était facile pour celui qui était en face de moi ou bien assis là, quelque part, de savoir pour qui j'ai voté. Alors moi, je me dis que ça a été fait exprès. C'était pour faciliter. C'était par exemple, et ça, c'est tout à fait normal que je pense ainsi, connaissant, n'est-ce pas, les méthodes du parti en face, du principal parti en face, c'était pour justement contrôler les bulletins de vote de leurs conseillers municipaux. Parce qu'on ne peut pas imaginer. Moi, j'ai pris mon enveloppe, j'ai pris les bulletins de vote, je mets le bulletin de vote là, à l'intérieur, je ne parviens pas à couvrir ça totalement. Moi, j'ai dit c'est une préparation. Et de deux, on a parlé du transport des conseillers municipaux. Nous étions alignés comme des enfants de la maternelle. C'est quand même, c'est des images insoutenables. J'ai dit bien insoutenables. Pourtant, on aurait pu tout simplement faire en sorte que dès que vous votez, que effectivement, que tout le processus se passe normalement jusqu'à la fin. En quoi ça pose un problème? Mais ça pose un problème parce qu'après le vote, nous avons fait près de 2 heures, 3 heures de temps. Est-ce que vous trouvez ça normal? Donc, je pense, pour ma part, que ceux qui organisent le scrutin, donc les élections sénatoriales, devraient gagner, donc ont intérêt à respecter les élus. Est-ce que cela signifie que vous irez jusqu'à contester les résultats de ces élections? Non, mais écoutez, nos avocats vont étudier, ils vont chercher à savoir, parce que personne n'a encore le retour qu'il y a eu dans les différents centres de vote. Et c'est en fonction de cela que nos avocats donc, étudieront les cas apportés éventuellement au Conseil constitutionnel. Donc on ne peut rien attendre. Et puis bon voilà, le moment venu. Mais vous avez été sur le terrain. Est-ce que vous avez le sentiment que ces irrégularités, selon vous, sont de nature à remettre en question les résultats ou la sincérité de ce scrutin? Je dis et je répète, nos avocats aviseront. Alors, peut-être en attendant de revenir à vous sur un certain nombre d'éléments que vous avez à collecter au niveau du SIF concernant donc ces élections, parce que Sambi l'a indiqué tout à l'heure, vous avez obtenu des résultats très intéressants dans la région du nord-ouest, mais en attendant de revenir à vous, Dr Kinfat, lorsque vous écoutez le maire Jean-Robert Wafo et sur les éléments qu'il est en train d'évoquer, vous mettez ça sous le compte d'une démocratie naissante, jeune, qui doit se consolider au fil des élections, ou vous mettez ça sous le compte des irrégularités volontairement orchestrées par des acteurs pour discréditer le processus électoral, ou peut-être pour favoriser un certain nombre d'acteurs dans le champ politique? Je crois que le jeu démocratique doit être joué par tous ceux qui décident d'y participer. Et doit être joué en respectant les règles auxquelles on a librement consenti. Quand on dénonce le fait de ne pas pouvoir fermer son enveloppe, je ne sais pas si tous les enveloppes étaient ainsi, ou alors c'est l'enveloppe de M. Wafo seulement. J'ai eu des témoignages, c'était le même cas pour plusieurs personnes. Je crois que nous devons reconnaître une chose, de manière générale, en écoutant M. Wafo, il n'y a pas eu, vous avez bien fait de faire ces distinctions que la loi a d'ailleurs établies entre des irrégularités de nature à
porter atteinte au résultat et des irrégularités qui ne changent absolument rien sur le résultat. C'est-à-dire que le fait que l'autre qui est en face puisse voir votre bulletin dans votre enveloppe ne change pas votre vote. Et donc, on ne s'attendrait pas à ce que cela soit mis en avant comme un élément qui soit de nature à discréditer. Il y a quand même le caractère secret C'est ce que je voulais dire, M. Duval-Fangouin. Oui, vous avez l'urne, vous avez l'isoloir. Ça veut dire que lorsque vous prenez vos bulletins avec votre enveloppe, vous allez dans l'isoloir, vous êtes seul à prendre la décision. Sauf si le maire Wafo veut indiquer que l'isoloir n'isolait pas vraiment. Non, mais, non, mais écoutez, il n'y a même pas que ça. Je dis ceci, le vote est secret. C'est mentionné dans les différents textes. Oui. Qui codifient, n'est-ce pas, les élections au Cameroun. Le vote est secret. Donc quand je vais dans l'isoloir, quand je reviens, personne ne devrait savoir, personne ne devrait savoir. L'urne est au centre de la salle. Donc quand je reviens, personne ne devrait savoir pour qui j'ai voté. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il y a même plus grave. En dehors du bulletin de vote unique, parce que le bulletin, nous sommes en récession économique. Il y a ce qu'on appelle la qualité de la dépense. En faisant un seul bulletin, en faisant un bulletin de vote unique, oui, ça coûte moins cher. Oui. Et puis c'est plus rapide. Oui. En plus, ça c'est le débat sur l'électoral. Écoutez, et en plus il n'y a pas. Pour l'instant, nous intéressons au déroulement du scrutin. Et maintenant, par rapport au déroulement du scrutin, j'ajoute une chose plus grave. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de biométrie dans les bureaux de vote. Alors que la biométrie se doit d'être intégrale. Pas seulement lors de l'inscription où on délivre, n'est-ce pas, un récépissé, mais également dans le bureau de vote. Il n'y a pas eu, et c'est ce qui est grave, il n'y a pas eu de biométrie. Or, pourtant, la biométrie est inscrite, n'est-ce pas, dans notre code. Alors, on permet donc au docteur Kenfak de terminer son propos uniquement à l'impression. Et je reviens donc à vous pour les résultats que vous avez collectés au niveau de votre quartier général. Docteur Kenfak, vous finissez votre analyse sur l'organisation du scrutin, le déroulement et les irrégularités qui peuvent perturber ou non, entacher ou non la sincérité du scrutin. Voilà. Donc, le code électoral est assez clair sur un certain nombre de choses concernant l'organisation d'un scrutin, sur les bulletins, sur l'emplacement du bureau de vote, sur l'isoloir, sur l'encre, bref, sur l'ensemble des éléments qui doivent permettre à chaque électeur d'exprimer librement son choix. Donc, est-ce que, à ce stade de cette élection, il y a eu un problème sur l'un quelconque de ces éléments? Si c'est le cas, mais le principe de la démocratie voudrait que l'on porte cette information à la connaissance des autorités qui sont compétentes pour connaître du contentieux de l'élection. M. Wafo a parlé de leurs avocats qui aviseront, c'est leur liberté. La participation à une élection est libre. Okay. Duval, elle est libre. Mais sauf que, M. Duval-Fangouin, il y a des achats de conscience. Et c'est parce qu'ils ont peur, c'est parce qu'ils multiplient, notre adversaire principal multiplie des achats de conscience, qu'effectivement ceux qui organisent dans ces élections refusent d'instituer le bulletin de vote unique. Parce qu'un bulletin de vote unique, vous ne pouvez pas sortir avec le bulletin de l'adversaire. Vous ne pouvez pas. Parce que c'est un seul bulletin, vous cochez. Ils n'ont pas fait. Ils refusent obstinément. Alors, je voudrais préciser, avant de vous donner la parole, Jean-Robert Wafo, que maintenant que le scrutin est achevé, la proclamation des résultats devrait avoir lieu dans un délai de 15 jours, je crois. Je parle sur le contrôle de Kenfak, à compter la date de la clôture du scrutin. Ça veut dire qu'en réalité, au plus tard, au lundi 9 avril, on devrait avoir les résultats de ces élections proclamées par le Conseil constitutionnel. C'est l'article 241, je crois, du Code électoral. Et la nomination des 30 sénateurs devrait intervenir au plus tard, je crois, 10 jours après la proclamation des résultats. Et donc, en réalité, d'ici au jeudi 19 avril, le président de la République devrait nommer les 30 sénateurs selon l'article 215.3 de ce code électoral. Bien évidemment, en attendant la session de plein droit qui devrait intervenir au 3e mardi, je crois, suivant donc la date de proclamation des résultats. Alors, Jean-Robert Wafo, vous sortez de votre QG. Quelles sont les nouvelles? D'abord, n'est-ce pas, la première grosse nouvelle, c'est que le SDF a gagné dans le Nord-Ouest. Contrairement à toutes les prévisions,
que certaines personnes qui n'ont de la politique, que ce qu'on leur apprend de temps à autre dans les salons, ont passé le temps à raconter sur les chaînes de télévision, ou alors sur les plateaux de télévision et de radio. Nous avons gagné. Vous savez que vous pouvez être... Je dis, nous étions contre... Écoutez, qu'on va à une élection, je vous ai dit ceci, nous avons interpellé la conscience... Est-ce que vous savez que vous pouvez être contredit? Nous, par quoi? Par qui? Puisque, en fait, vous n'êtes pas habilité à donner les résultats de façon aussi péremptoire. Je vous dis, nous avons gagné dans le Nord-Ouest. C'est simple. Dernièrement, donc, à la faveur des législatives de 2013, j'étais venu ici sur ce plateau, vous dire que nous avons gagné dans le Nord-Ouest. Vous avez même donné le nombre de sièges. Et ça a été confirmé au niveau de la Cour suprême, qui agissait en lieu et place du Conseil constitutionnel. Ça ne se cache pas, celle-là, c'est connu. Alors, dans le Nord-Ouest, nous avons gagné. C'est le lieu, donc c'est le lieu pour moi ici, n'est-ce pas, de saluer l'esprit de combattant, n'est-ce pas, de nos sénateurs qui sont allés partout sur le terrain parce que les cas n'étaient pas très grands de façon arithmétique. Ils sont allés, ils ont convaincu, n'est-ce pas, les sénateurs adverses de ce que ils n'avaient pas intérêt à suivre aveuglément la discipline du parti. C'est d'autant plus que les sénateurs sortant dans le Nord-Ouest n'ont rien fait du tout. Ils sont allés vers eux, ils ont fait le porte-à-porte, ils leur ont parlé. Et fort heureusement, il y a certains d'entre eux dignes qui ont dit, en fait, ce qu'ils nous disent est réel. C'est comme ça, bien évidemment, qu'il y a certains d'entre eux qui ont voté pour le SDF, pour la liste du SDF. C'est le lieu pour moi d'essayer de saluer leur courage républicain, leur clairvoyance républicaine, et de dire qu'en ce sens qu'ils n'ont pas bêtement suivi les consignes du parti. C'est également le lieu, n'est-ce pas, ici, pour moi, n'est-ce pas, de saluer tous les autres camarades. C'est vrai que ça s'annonçait quand même serré pour le SDF. Mais écoutez, il y a 20, si l'on s'en tient au sénatorial de 2013, les cas étaient plus grands lors de cette sénatoriale. Mais il y avait plus de conseillers municipaux, en termes d'écart, l'écart entre les conseillers municipaux du RDPC et ceux du SDF étaient beaucoup plus grands. Qu'est-ce qui, de votre point de vue, peut justifier donc cette fois-ci cette victoire du SDF dans le Nord-Ouest sur le RDPC? Le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées. C'est inscrit dans la Constitution. C'était le cas en 2013 aussi. Mais les attributions du Sénat n'ont pas changé. Je dis, c'était le tout premier Sénat. Ils ont gagné. On les a jugés. À l'action, on s'est rendu compte qu'ils n'ont rien fait. La preuve, la crise anglophone. Puisque le Sénat représente les régions. Quand un sénateur du RDPC se place, il se rend compte que la crise est en train de sévir, est en train de s'enliser dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Et que les sénateurs du SDF veulent inscrire ça à l'ordre du jour du Sénat. Et ce sont les sénateurs même du RDPC qui refusent. Mais vous voulez que quelqu'un qui est conseiller municipal... Et donc il y a des conseillers municipaux RDPC qui ont voté pour le SDF. Sans nul doute. Sans nul doute. C'est la leçon à tirer. Il faut aussi tirer, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il faut aussi regarder un fait simple. Mais on aurait pu observer le même phénomène dans les autres régions. Mais on n'a pas le sentiment en parcourant les chiffres qu'on a. Nous attendons les résultats du Sud-Ouest parce que la crise a pris de l'ampleur dans les deux régions anglophones. Et j'espère, j'ose croire que les conseillers municipaux du RDPC, du Sud-Ouest ont également suivi leurs collègues du Nord-Ouest. Parce que vous ne pouvez pas dire, vous dites que vous êtes sénateur, on vous reconduit, alors vous êtes reconduit. Alors un parti qui a refusé qu'il y ait un dialogue politique national sur une crise aussi grave au niveau du Sénat, et vous avez des sénateurs qui ne disent rien, plus encore, qui encouragent qu'il n'y ait pas de tout débat, qu'ils reviennent devant vous, les conseillers municipaux, n'est-ce pas, du Nord-Ouest, dans leur majorité, on dit nous allons sanctionner ceux qui ont refusé qu'on débatte de nos problèmes là-bas. C'est de ça qu'il est question. Alors, je reviens à vous dans quelques instants pour avoir peut-être les nouvelles sur les autres localités en dehors du Nord-Ouest où vous dites avoir remporté les élections. Le temps d'introduire Charles Elisant. Bonsoir. Bonsoir Duval. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. C'est le RDPC qui vous dit merci de l'avoir invité. Alors, quelles sont les nouvelles chez vous? Chez nous d'abord, au niveau de la deuxième, dont je suis natif, tous les 28 conseillers RDPC ont pris part à leur devoir républicain. Maintenant, au niveau départemental, les chiffres qui ne sont pas venus, c'est que nous avons fait l'orage marée au niveau du département. Et maintenant, au niveau régional, dans tous les départements du littoral, le RDPC a tout raflé. Donc, étant quelqu'un de Douala, quelqu'un du littoral, je suis content. Ça veut dire que
Le camarade de Laurent a fait son travail, le camarade de Kidi Kami a fait son travail, et le fait qu'on ait remis le parti entre les mains des patrons politiques du terroir, qui sont les présidents des sections RDPC, voilà comment le parti est parti gagnant. Pourtant, à l'entame de ces élections, je veux dire, de ce processus, ce n'était pas la sérénité avec les listes qui se bousculaient, notamment dans la région du littoral, pour ces sénatoriales-là. Non, tout à fait. Vous savez, les élections sont le moment de l'expression politique populaire et démocratique. Maintenant, dans le parti, c'est chacun qui veut avoir sa place au soleil. Au niveau du littoral, cela va de soi qu'il y a d'abord une commission interne qui est assise. Au niveau du littoral, il y a beaucoup de candidats, de candidatures, et celui qui était en charge de gérer le processus, le camarade Laurent Esso, a fait son travail avec à l'appui des différents patrons départementaux du RDPC, Camille Kendi dans le Vouri, le ministre le jeune Bélamela au niveau du Mungo et des autres. Et ça a donné une liste vraiment de candidats venant de la base. C'est-à-dire les militants qui ont été choisis par le RDPC pour représenter la région du littoral au niveau sénatorial sont vraiment les militants de la première heure, c'est les militants du parti. On avait peur que cette nous sommes reconnus en eux. Puisse impacter justement les résultats du RDPC dans le littoral. Justement, on a vu qu'avec ces listes-là, je veux dire ces listes qui étaient en compétition et finalement, on va dire ça comme cette fusion qui a été faite, on a eu l'impression qu'il y avait des frustrations et que ces frustrations pouvaient dénaturer ou perturber. Oui, cela va de soi que ceux qui ont été recalés, à un moment donné, ont été frustrés. Cela va de soi aussi que certains conseillers municipaux, en amitié avec certains candidats qui ont été recalés, auraient pu être frustrés. Cela va aussi de soi que un être humain n'est pas aussi parfait que cela est. Donc il y a des sénateurs qui ont été reconduits, ils avaient un bilan qu'ils ont déposé, et le parti a estimé que le bilan était positif, qu'il soit reconduit. Et la preuve, le raz de marée est passé, tous les 7 vont passer, tous nos sénateurs RDPC du littoral vont passer. Voilà donc la réponse que les militants ont donnée à cette élection. Alors, est-ce que vous avez d'autres nouvelles, je veux dire, de façon globale sur le déroulement du scrutin? Est-ce qu'il y a des observations à faire? On a entendu tout à l'heure le maire Wafo indiquer qu'il y a des choses qu'on aurait pu corriger sur le déroulement de ce scrutin-là. C'est votre avis? Non, non. Vous savez, un processus démocratique, comme son nom l'indique, c'est un processus. C'est une épreuve quotidienne qui demande à tous les acteurs prenant part à ce jeu de s'asseoir et de faire évoluer la chose. Je ne pense pas qu'on ait pu gagner une élection dans une région où on se délecte les babines comme ça là devant à mon vision et trouver que quelque part c'était pas bon. Et dans le même jeu, ailleurs on a gagné, on se félicite. Il faut bon qu'on sache d'où on va. Donc si M. Wafo estime qu'ils ont été très forts et qu'ils ont remporté le nord-ouest, et comme ils seront encore très forts, ils vont remporter peut-être le sud-ouest, alors qu'il accepte aussi que le principal parti d'en face, qui n'a pas voulu citer, et je me reconnais en ce parti, qu'on a aussi pris ailleurs, et que ça avait les mêmes règles qu'ils ont pris là-bas, que nous aussi on a pris ici. Mais maintenant, au-delà de ça, continuons à avancer. Il n'y avait pas le Conseil constitutionnel en 2013. Aujourd'hui, il est là. Essayons d'évoluer. Peut-être il y aura aux prochaines élections un bulletin unique, comme il dit. C'est à la faveur de la démocratie, c'est à la faveur du bien-être politique de ce pays. Alors, Jean-Robert Wafo, il y a 5 ans, le SDF avait au moins 14 sénateurs du fait du rejet des listes, notamment dans la Mawa et à l'ouest. Aujourd'hui, en attendant les résultats définitifs, le SDF, dites-vous, remporte dans le nord-ouest. De toute évidence, ça risque d'être la seule région où le SDF aura remporté les 7 sénateurs. Est-ce que vous craignez pour la représentation du SDF au prochain Sénat? Je veux dire en termes quantitatifs. Non, mais avant de répondre à cette question, bon, je comprends que M. Zan n'est pas conseiller municipal pour maîtriser les réalités du conseil. Parce que, voyez-vous, quand je vous ai dit, je vous ai parlé du bulletin unique, il sera difficile, sauf s'il y a un changement de régime, que ceux-là qui sont au pouvoir, mais qui sont illégitimes, qui sont pour la plupart impopulaires, puissent accepter qu'il y ait un bulletin de vote unique. Quand vous refusez le bulletin de vote unique, c'est parce que vous allez faire des achats de conscience. La corruption active, tout le monde le sait. Parce que voyez-vous, quand il dit, moi je le dis en tant que conseiller municipal, en tant qu'élu local, il est de notoriété publique, même de votre côté du RDPC,
que les sénateurs sortants n'ont rien foutu, notamment ceux du littoral. Mais parlez pour vous, je vous en prie, je vous en prie. Parlez du SDF. Vous avez parlé, je ne vous ai pas coupé. Je dis leur bilan est négatif, pour ne pas dire nul. C'est-à-dire, si je veux être un peu gentil, je vais dire nul. Mais si pourtant, ces conseils municipaux ont renouvelé le mandat. Mais écoutez, parce qu'en dehors, je crois, d'un ou de deux sénateurs qui sont sortis de la liste de 2013, c'est pratiquement les mêmes sénateurs qui ont été reconduits. Il est clair que si on avait organiser les municipales avant les sénatoriales, la donne ne serait plus la même. Depuis, je vous en prie, parce que les conseillers municipaux votent, n'est-ce pas, votent les sénateurs. C'est eux qui votent les sénateurs. C'est eux qui constituent le collège électoral. Et encore que par rapport à ce collège électoral, M. Divan-Fangwa, il y a quelque chose que j'ai rarement entendu les gens dire sur ce plateau. Quand j'entends des gens dire que, bon, le collège, même comme il n'y a pas encore de conseillers régionaux, que c'est légal. C'est faux. C'est faux. On dit pour la mise en place du Sénat. On parle de la mise en place. Le collège électoral est composé uniquement de conseillers municipaux en l'absence des conseillers régionaux. On parle de la mise en place. Ça veut dire que ça n'existe pas encore. Mais le Sénat existe depuis 2013. Donc on est dans l'effectivité du Sénat. Alors, le fait qu'il n'y ait pas de conseillers régionaux déjà posait problème. Vous avez quand même accepté d'aller aux élections avec ces éléments. Nous avons décidé, c'est-à-dire que nos textes sont clairs, l'article 3 alinéa 2 qui dit nous allons participer à toutes les élections. Donc nous allons accéder au pouvoir par voie d'élection. Mais ça c'est... Bon, c'est vrai que lors du dernier congrès, nous avons des congressistes qui ont voulu mettre qui ont mis la pression et n'est-ce pas, sur ce qu'il fallait revoir cet article 3 alinéa 2, mais bon, tel que les choses avancent, là, nous espérons tout simplement que nous n'allons pas activer la prise du pouvoir par un autre mécanisme. Parce que pour le moment, c'est encore l'article 3 alinéa 2, c'est par voie d'élection. Alors, la question que je posais, oui. Est-ce qu'on n'a pas peur que la représentation du SDF au Sénat se réduise à un pot de chagrin? Non, mais écoutez, non, on n'a pas besoin d'avoir 30, 40 sénateurs. Nous savons très bien que le jeu est vicié à l'avance. Écoutez, parce que nous savons que le jeu est vicié à l'avance. Je vous en prie. Ils savent très bien, le RDPC sait très bien que si c'est démocratique, que si les textes sont respectés et que si les textes épousent, n'est-ce pas, les normes en la matière, c'est-à-dire qu'on parle d'élections, ils savent qu'ils seront boutés dehors. Parce que quand je vous dis, M. Divan-Fangwa, il faut comprendre une chose. Ils ont été obligés de procéder aux achats de conscience, et ça je le dis, je pèse mes mots, à la corruption, je dis bien à la corruption active. La preuve c'est quoi? C'est que regardez comment ils se sont déplacés, c'était dans des bus. Regardez ce qu'ils ont fait avant, vous auriez dû investiguer. Et regardez le nombre de conseillers municipaux de leur formation politique, quand la liste est sortie. Ils ont poussé des cris d'orfraie, ils ont dit qu'est-ce qui se passe encore alors qu'ils n'ont rien fait. Ils regardent tout simplement pourquoi, M. Divan-Fangwa. Les gens doivent comprendre. Quand je dis ces sénateurs non sortants, non rien fait, 5 ont été reconduits. Ils ont fait des tournées sénatoriales. Dans toutes les communes où ils passaient, notamment dans la commune d'Antoine de Douala, où je suis élu, où je suis la maire, on leur a posé les problèmes des communes. Allez faire des enquêtes. Mais ils n'ont mais évidemment, je dis, ils n'ont rien résolu. Et ils savaient très bien qu'il devait y avoir un vote de sanction. Ils ont procédé à de la corruption, à des intimidations diverses et tout. Nous le savons très bien. Bon, de toutes les façons, vous avez dit, nous n'avons pour le moment que 6 ou 7 sénateurs. 6. Ok. J'ai dit 6 ou 7. Alors, dans le nord-ouest, c'est 6 ou 7 là. Je les connais très bien. C'est des hommes de qualité et d'exception. Je dis, laissez-moi finir de parler, je dis c'est des hommes de qualité et d'exception. Je sais ce qu'ils vont faire au Sénat. C'est des gens dynamiques, c'est des gens qui savent ce qui les interpelle là-bas. Et ce qui est clair, monsieur Zan, oui, grand frère. Ils feront comme les précédents sénateurs du SDF. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont monter au créneau à chaque fois. Ils vont interpeller le nombre de donnants par voie de question. S'il vous plaît, permettez à Charles Lily. Je vais vous dire ce que le SDF a fait. Et avant de dire ce que le SDF a fait, je ne peux pas vous laisser dire certaines choses qui vraiment me méritent le poil du dos. En fait, quand les conseillers municipaux RDPC vont ensemble voter,
Ce n'est pas une histoire d'achat de conscience. Ce n'est pas une histoire de menace. Vous avez tantôt dit tout à l'heure que je ne suis pas conseiller municipal, mais je suis le président du bureau d'association Ojivori 2. Et j'ai assisté du début à la fin des associations privées. Justement, je vous le dis donc. Donc, mais justement, dans le privé, vous n'allez pas me dire comment est-ce que vous organisez mon mariage. Non, mais puisque j'ai vu les conseillers municipaux. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Vous n'allez pas me dire comment ils vont organiser mon mariage avec ma femme. Dans le RDPC, c'est la famille. Dans le RDPC, c'est la fraternité, c'est la solidarité. On estime que Denise Fampo et Bessala doivent s'arrêter à main pour aller voter ensemble. Maintenant, dans le secret de l'isoloir, chacun est libre. C'est vous qui dites que... Laissez-moi... Donc, c'est vous qui confirmez, hein? Je suis en train de vous dire, justement, je vous dis, le RDPC, nous sommes allés ensemble. Tous les conseils municipaux RDPC véhiculés ont déposé leur véhicule auprès du lieu du QG de départ. On a pris le même véhicule pour aller voter. Maintenant, entre prendre le même véhicule pour aller voter... Ce sont des consignes, des instructions ou des décisions prises de façon consensuelle. C'est des décisions prises au niveau des commissions communales de campagne. Alors, c'est au niveau de la mairie. Parce que nous voulons aller ensemble, entre nous les conseillers municipaux. Là, ça veut dire que c'est la commission de campagne qui a mis sur pied des bus. Donc, ce n'est pas les maires qui ont mis des bus sur pied pour faciliter le transport. Le maire ne peut pas mettre les bus sur pied pour faciliter le transport des conseillers municipaux RDPC. Non. Il y a quand même dans le RDPC des gens qui cotisent de leur argent pour que le parti vive. Monsieur Wafo, ne venez pas nous amener dans les détails qui ne nous avons pas avancé. Qu'est-ce que vous allez me dire quand j'ai vu 3 conseillers SDF sortir du même taxi? Est-ce différent quand 3 conseillers SDF sortent du même taxi devant le collège avec sa quai? Laissez-moi parler, c'est pas possible. Laissez-moi parler, monsieur Wafo, ne nous embrouillez pas. Quand 3 conseillers SDF sortent d'un taxi devant le collège avec sa quai et 20 conseillers RDPC qui sortent d'un bus, où est la différence? Ils sont de quelque part ensemble. Alors, c'est les détails. Non, c'est les détails. Dans le RDPC, on n'a pas besoin d'achat de conscience. Les gars sont allés remplir leur devoir et ils ont reconduit les camarades que vous n'avez pas qualité de juger. Maintenant, à ce qui concerne, il n'y a pas de problème. À ce qui concerne donc maintenant, votre question. La question c'était sur, je reviens à la question que je posais tout à l'heure au Dr Kinfack, est-ce que le RDPC n'a pas intérêt aujourd'hui à avoir un Sénat multicolore, je veux dire avec plusieurs formations politiques? Pour l'instant, lorsqu'on observe les résultats qu'on a en notre possession, on a le sentiment que ça va être RDPC à 95%. J'aurais aimé, M. Fangwa, j'aurais aimé que mon grand frère Wafo soit modeste et humble et qu'ils reconnaissent qu'ils ont quand même eu un groupe parlementaire au Sénat parce que le RDPC a voulu qu'ils existent. Mais ça veut dire que vous ne comprenez parce que ce n'est pas là le problème, ce n'est pas là le politique. Le RDPC n'a jamais bien fait ses dossiers. Le RDPC n'a jamais bien constitué ses dossiers. La preuve, c'est la Damawa au cours du contentieux électoral. Il a fallu que l'UNDP, dans une alliance, j'espère qu'on a temps de parole, que l'UNDP retire sa requête ou alors que Jean-Aubert Wafo, c'est vrai que le RDPC a été disqualifié. Mais c'est la liste du SDF qui est passée dans la Damawa. Voilà. Ce que j'aime encore, grand frère, tout à l'heure, nous dirons, grand frère. Les conseillers RDPC, vous voulez dire? Mais bien sûr, avant d'être conseillers RDPC, ils sont d'abord des conseillers municipaux. Tout à fait. Mais ce que j'aime à mon grand frère Wafo, c'est qu'il aime dire les choses quand ça l'arrange. Il a parlé des consignes de vote. Quand le RDPC demande ses conseillers municipaux de voter, le RDPC parle de consigne, achat de conscience. Mais quand le RDPC a demandé à ses propres conseillers de voter SDF, c'était normal. C'était un jeu de choix. C'est pas possible. Vous n'avez pas de choix. On n'a pas quel choix. Il y a aussi les bulletins nuls. Sur la coloration du... Il y a les bulletins nuls, ça n'existe pas. S'il vous plaît, laissez-moi avance sur la coloration du Sénat. Pas ce temps à me couper, pourquoi? Sur la coloration du parti. Vous savez, ils ont refait le même jeu en disant qu'il y a une dame là qui a l'acte de naissance, qui a fait quoi, pour qu'on annule la liste. Non, nous sommes allés en compétition. Le SDF aura peut-être 7 sénateurs, ils vont faire avec. Le RDPC aura ses sénateurs, ils vont diriger le Sénat. Maintenant, dans l'exercice démocratique qui arrive, le président de la République a besoin de 2 chambres qui vont l'accompagner dans ce qu'il va faire comme dans son travail. Il s'agit maintenant pour le SDF, qui, je vais dire blablater beaucoup là, qui s'arrange donc pour co-municipal. Que le RDPC ne prenne pas l'Assemblée des mairies de 360 communes, c'est tout. Pour qu'il y ait maintenant un équilibre au niveau des collectivités territoriales décentralisées. Mais maintenant, au vu où c'est parti, nous on n'a pas, il n'y a aucune gêne à ce que le RDPC ait les 800 sénateurs. Nous, ça nous arrange pour qu'on mette en place notre politique
Et c'est les Camerounais, le peuple souverain qui l'a décidé ainsi. À travers eux, les conseils municipaux. Monsieur Wafo, la crise anglophone doit quand même sauver. Parce que je vais vous dire que si les conseils municipaux dans la région du Nord-Ouest ont voté pour votre liste, le conseil RDPC, ça n'a rien à voir avec votre programme. Vous n'en avez même pas. Ça a à voir avec le fait qu'ils ont parlé leur patois là-bas entre eux. Et là, ça vous arrange. Alors, mais là, c'était très Donc, non, je ne veux pas de station plateau. je le dis. Je vous l'interdis. Non, vous n'interdisez pas. Non, je dis, parce qu'ils parlent le patois. Oui, je dis, vous n'avez pas de... Monsieur Wafo, je répète mes paroles. Je suis à la télévision. Il dit, le SDF n'avait pas de programme. Vous avez profité de ce qui se passe dans les zones, chez nos frères et sœurs d'expression anglaise, pour faire passer votre programme. La preuve, c'est toujours vous qui dites que vous voulez maintenant le fédéralisme, et encore vous qui dites que vous n'avez pas le fédéralisme inscrit dans vos statuts. Est-ce que vous arrivez à la conclusion que vous, au RDPC, vous êtes en train de perdre le Nord-Ouest et peut-être finalement les régions anglophones? Non. Le Sénat... Puisque vous dites que cette crise a réussi à retourner certains conseils municipaux RDPC en faveur du SDF. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est monsieur, si on se base sur les dires de monsieur Wafo, qui seront peut-être confirmés, je le lui souhaite, par l'entité légale et légitime qui a en charge de proclamer les résultats, ça nous interpelle. Je ne fermerai pas mes yeux si je me rends compte que sur les 7 sénateurs du Nord-Ouest, il y a 6 qui sont allés au SDF. Ça nous interpelle. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'il va falloir donc maintenant remettre les bretelles, recharger les batteries pour aller reconquérir cet électorat-là. Et pour qu'au niveau des communes, que les communes restent pour le parti. C'est clair. C'est ça la leçon à tirer. Et je voudrais aussi que M. Fauti donne la leçon du fait que leur mot obèse ne nous dérange pas. Comme le docteur a dit, c'est un qualificatif. Que le Sénat soit obèse, ça nous arrange. Et qu'ils tirent aussi la conclusion que les assises ont été faibles et que nous, on a pris le Sénat et qu'ils s'arrangent aussi à prendre l'Assemblée qui arrive. Alors, on va sortir avec vous, Jean-Aubert Wafo. Comment entrevoyez-vous la configuration du prochain Sénat? C'est vrai que j'ai posé la question tout à l'heure. Vous avez indiqué que vous n'avez pas encore tous les éléments qui vous permettent de savoir exactement le nombre de sièges que vous pourrez avoir au Sénat. D'ailleurs, vous avez semblé préciser que 14 sénateurs ou moins en réalité, ne devrait pas avoir beaucoup d'incidence. Sauf si je vous ai mal compris. Non, c'est pas ce que je dis. J'ai dit nous avons gagné dans le Nord-Ouest, donc ça veut dire que nous aurons des sénateurs, n'est-ce pas, au prochain Sénat, si je peux me répéter. Et puis, on parlait, n'est-ce pas, des 30 qui sont nommés par le président de la République, des 30 nommés. Il ne faudrait pas tout simplement que le président de la République confonde son poste de président de la République donc à son poste de président national du RDPC. Parce que ces 30-là qui sont nommés, ça répond, en fait, ça devait répondre à un équilibre. Et il doit agir en tant que président de la République. Faites-lui confiance. Et non en tant que, je vous en prie, et non en tant que président national du RDPC. Qui signifie quoi? Un parti politique qui a des sénateurs élus devrait également avoir des sénateurs nommés. Pas nommés par le président national du RDPC, mais nommés par le président de la République. Sauf s'il estime qu'il privilégie plus sa position de président national du RDPC que de président de la République. C'est-à-dire quand on dit les 30 nommés, ça veut dire qu'il se met au-dessus, il se met au-dessus des partis politiques et il désigne vraiment, et il nomme des gens. Avez-vous été satisfait des 30 de 2013? Avez-vous été satisfait des 30 nommés par le président en 2013? Pas du tout. Pourquoi? Pas du tout. Parce qu'il y a un parti politique qui avait donc des sénateurs élus et qui n'a pas pu avoir des sénateurs nommés. Nous n'avons pas, le SDF n'a pas eu un sénateur nommé. Est-ce que le SDF est prêt à accepter une décision du président de la République qui nomme des sénateurs SDF dans le prochain Sénat, par exemple? Il ne me partait pas à moi, n'est-ce pas, de répondre à cette question. Nous avons, n'est-ce pas, la direction du parti, le comité exécutif national, qui va certainement examiner les contours des 30 sénateurs nommés et qui avisera dans un temps opportun. Mais moi, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que déjà, comme nous avons 7 sénateurs, 6 ou 7, on ne sait pas combien, il y en aura en définitive, tout au moins, c'est au moins 6, tout au moins 7-6. Nos sénateurs, ils savent ce qui les attend. Ce qui les attend, c'est quoi? C'est que d'abord, en attendant que le fédéralisme soit mis sur pied, il faudrait que les tests existants sur la décentralisation soient appliqués, notamment les décrets qui sont d'application immédiate. Quand je dis que les sénateurs sortants, quand on a reconnu 5 sur 7, je vous l'ai dit, s'il y avait un bulletin de vote unique,
la liste du littoral aurait été sanctionnée. La question, non, laissez-moi. la question que les téléspectateurs devraient se poser en vous écoutant, c'est avec 14 sénateurs, vous n'avez pas été en mesure de régler cette affaire. Est-ce qu'avec moins de 14 sénateurs, vous aurez plus de force pour impulser cette... Le rôle d'un parti politique de l'opposition, surtout quand on dit l'opposition, ça veut dire que vous êtes minoritaire au sein d'une instance, c'est de critiquer, c'est de proposer. Donc vous croyez que parce que nous sommes minoritaires au sein d'une instance, comme au sein d'un parlement, que nous allons nous taire, croiser les bras? Non. Et de par la constitution même, les sénateurs, puisqu'on parle donc des sénateurs actuellement, contrôlent l'action du gouvernement par la voie des questions orales ou écrites. C'est de ça qu'il est question maintenant. Parce que, voyez-vous, M. Duval-Fangwa, telle que la crise anglophone va là, dans la crise dans les deux régions, du nord-ouest et du sud-ouest, si on lui prend garde, ça va envahir d'autres régions. Vous savez pourquoi? Et je pèse les mots. Vous savez pourquoi? Je peux vous dire ici que dans le littoral, notamment dans les villes qui disposent des communautés urbaines, aucun maire ne peut dire qu'il est à l'aise, M. Duval-Fangwa. Je dis aucun, toute tendance politique confondue. Voyez-vous, on signe des décrets dans ce pays dans le cadre de la décentralisation. Je prends le décret, par exemple, de 2011. Monsieur Duval-Fangwa, ça concerne 14 villes qui disposent de communautés urbaines et c'est environ 6 millions d'habitants qui sont dans ces communes. On va refaire ce débat. Non, écoutez. On va refaire ce débat. Ce soir, écoutez, monsieur Duval-Fangwa. Je profite du scrutin pour les sénatoriales. Et on va donc vous permettre de conclure sur ce sujet. Je vais donc conclure sur la parole au docteur Kempfak. Je conclue donc sur ce sujet, sur les chantiers qui attendent ceux qui seront des sénateurs pour la nouvelle législature. Je suis en train de dire ceci. Il faudrait qu'ils aillent là-bas, qu'ils aient un éveil républicain. J'en appelle aussi à vos sénateurs. Malheureusement, il y a 5 sur 7 qui ont été reconduits, qui avaient, n'est-ce pas, cette possibilité de porter la voix des collectivités territoriales au niveau de l'Océan. Ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont fait. De demander tout simplement, heureusement qu'il y a un nouveau ministre de la décentralisation, de demander que les 2 décrets principaux soient d'abord appliqués. Le décret de 2011 des actionnaires communaux, la commune de Douala 2e a perdu 16 milliards 100 millions depuis 2011, donc depuis 7 ans. On a retenu au détriment, donc on a retenu au profit des communautés urbaines. Le décret du Premier ministre de 2015 sur les marchés, remettez les marchés aux communes. Parce que le décret de 2015, c'est bien compris. Le décret de 2015, c'est bien compris. La commune gère on aura l'occasion de revenir sur cette question-là. Parce que c'est extrêmement grave. Le temps pour nous juste de préciser. On aura l'occasion de faire cette émission-là, Jean-Robert Wafo. Merci. Ministre. On va vous remercier pour votre contribution. Et d'abord de l'application de ces 2 décrets qui constituent, n'est-ce pas, des masses budgétaires importantes. D'accord. Merci, merci Jean-Robert Wafo. Merci infiniment pour votre intervention. On va rester attentif à ces résultats qui continuent de tomber. Et donc, si on s'en tient à ce que vous avez indiqué, eh bien, donc, le SDF remporte donc les sièges au Sénat dans le Nord-Ouest. La liste était conduite par une femme. Donc on va vous remercier Jean-Robert Wafo pour votre contribution, votre intervention, votre disponibilité. Et on va certainement se retrouver sur d'autres plateaux pour échanger sur d'autres questions. Il n'y aura pas de problème, monsieur Duval. Merci. Même comme j'attendais que vous fassiez un plateau spécial avant les sénatoriales. Qu'on mette à nu donc les travers de ceux qui étaient censés nous représenter, je veux dire représenter valablement les collectivités territoriales lors de la dernière législature. Ils n'ont pas fait. Bon, ils sont repassés, ils sont 5 qui sont repassés dans le littoral, d'autres dans d'autres régions, dans le Sénat camerounais. Merci Jean-Robert Wafo. Et donc, on va donc retrouver le docteur Kempfak dans quelques secondes. Alors, sur cette question-là, il y a un débat sur justement la pertinence du travail des sénateurs. Jean-Robert Wafo l'indiquait tout à l'heure. Est-ce que vous, en tant que... Je veux dire quoi? Vous êtes militant du RDPC, vous êtes président du bureau de la session OJR à Douala 2, et donc vous échangez avec les jeunes et beaucoup d'autres personnes. Est-ce que vous avez le sentiment que le bilan des sénateurs de la région du littoral, pour nous prendre cet exemple-là, fondamentalement aura été positif? Si ça a été le cas, qu'est-ce qui peut justifier qu'il y ait eu des batailles au moment de la constitution des listes
et finalement ces frustrations qu'on a observées au point où on a entendu des militants indiquer. Je vais être sincère avec vous, Duval. Si vous avez... c'est pas vous qui avez couvert le meeting d'hier à Bonanjo, célébrant le 33e anniversaire du RDPC. Quand les jeunes ont pris la parole, les jeunes ont parlé. Au RDPC, le débat est ouvert. Au RDPC, la critique est constructive, positive, mais elle est permise. Parce que nous sommes un parti où les gens s'expriment. Maintenant, à ce qui concerne le choix du parti, sur les 7 qui vont représenter la région du littoral, je m'y reconnais en eux. Parce qu'il s'agit là des militants de base. Madame Patience Boumbu, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait pour le parti? Madame Zogo Marceline, Abdul Nasser, Tobo Eyoum, Geneviève Tues, l'ancien directeur de nous, M. Billet, M. Kingé, nous reconnaissons en eux. Je vous le dis sincèrement. Maintenant, vous avez dans notre parti, et là je vais paraphraser le secrétaire général du comité central lui-même, lors de sa dernière visite dans le territoire, qui a dit, il y a des militants par embuscade. Il y a des militants qui arrivent comme ça et qui profitent du moment où on est en train de vouloir constituer certaines choses pour passer. Maintenant, le parti aussi doit s'assurer d'avoir une représentativité claire de ceux qu'il envoie au devant des électeurs. Et le parti a fait son choix. La preuve, c'est qu'ils ont été reconduits à 100%. Donc je voudrais vous dire que n'écoutez pas la parole de M. Wafo qui est dans ses envolées lyriques. Nous, au RDPC, nous sommes satisfaits du choix qui a été fait au niveau. Encore qu'avant de critiquer, avant de poser le bilan, avant de demander à un sénateur quel est votre bilan, il faut qu'on sache quel était le rôle d'un sénateur. Qu'est-ce qu'un sénateur doit faire? Un sénateur est nettement différent du député ou du maire. Moi, j'aurais plus de questions à poser à Denis Swampou pour le travail qu'elle a fait. J'aurais plus de questions à poser à l'honorable Onakono pour le travail qu'il a fait et non à un sénateur. Parce que le sénateur, pour moi, Kemayou, par exemple, a fait son travail comme il se doit. Ok. Alors, Dr Kenfak, je reviens à vous sur ce plateau. On est pratiquement à la fin. Qu'est-ce qui peut justifier cet enthousiasme qu'on a observé pour ces élections sénatoriales? On a eu beaucoup plus de partis politiques en 2013 et le sentiment qu'on a... Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Est-ce parce que cette fois les gens ont bien compris ce que c'est que le Sénat? Pourtant, lorsqu'on écoute les acteurs politiques, notamment de l'opposition, on a le sentiment que le code électoral est, je veux dire quoi, est contesté. Donc ça veut dire qu'en réalité, on devrait s'attendre à ce qu'il y ait de moins en moins de personnes qui s'intéressent aux élections. Qu'est-ce qui peut justifier que malgré ce code électoral contesté, qu'il y ait de plus en plus des partis politiques qui aspirent, je veux dire, qui vont aux élections et qui aspirent à occuper des fonctions dans les différents maillons institutionnels? Je dirais que il est normal qu'un parti qui aspire à gouverner se rassure que au niveau de toutes les institutions nationales, il est représenté. Mais d'autre part, le fait qu'en 2013, il y ait eu peu de partis, c'est surtout la conséquence de l'annulation des listes de certains partis. Parce qu'on se retrouve pratiquement avec les mêmes participants à un parti près entre 2013 et 2018. Donc, il est normal qu'un parti décide de participer à une élection. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la participation à une élection, elle est libre. Mais lorsqu'on aspire à un moment à exercer le pouvoir, surtout dans cette année où on attend beaucoup d'élections et surtout une élection présidentielle, imaginez un parti qui n'a pas été au sénatorial, qui se retrouve peut-être avec un chef de l'État. Ce parti est handicapé, ce président est handicapé parce qu'au niveau de l'une des chambres du Parlement, il ne peut pas faire triompher sa politique. Sur cette question-là, on a remarqué effectivement que bon, le président de la République a désigné 30 sénateurs la fois dernière. De votre point de vue, quels devraient être les critères qui devraient guider le chef d'État cette fois-ci dans le choix de ces sénateurs-là? Est-ce qu'il devrait penser à rajeunir davantage? Est-ce qu'il devrait chercher beaucoup plus des intelligences? Qu'est-ce qui devrait, de votre point de vue, guider le chef d'État? Je pose la question parce qu'on a entendu un sénateur observer qu'au cours de la dernière législature, l'essentiel des membres du bureau du Sénat étaient des sénateurs nommés.
par le chef de l'État. Oui. Est-ce que cela ne pose pas le problème de la qualité du casting qui est fait à la base lorsqu'on constitue les listes pour ces élections sénatoriales? Vous savez, c'est la loi qui a prévu que pour les sénateurs, il y a 70 qui sont élus et 30 qui sont nommés. C'est la loi qui l'a prévu. Donc le fait que le président nomme des sénateurs ne peut pas être perçu comme une tentative de vouloir peut-être récupérer une élection perdue. D'autre part, lorsqu'on fait le bilan des Mais cela sénateurs, peut permettre au président de la République peut-être de réajuster en fonction d'un certain nombre de calculs politiques, non? mais écoutez, le président de la République est un homme politique. Il est élu parce qu'il a présenté une politique à l'électorat, au peuple, et le peuple dit oui, nous acceptons que tu mettes cette politique en place. Mais on ne gouverne que par des lois, M. Fangwa. Ça veut dire que le président ne peut mettre en œuvre sa politique que si le Parlement vote les lois qu'il désire voir être votées. Et pour ça, il faut qu'il ait le contrôle. Pas dans le sens péjoratif, mais il faut qu'au niveau de la majorité parlementaire, qu'il ait les coudées franches. Qu'il ait les coudées franches. Et donc, c'est ce qui s'est passé en 2013. Quand vous voyez les sénateurs qui ont été nommés, c'était soit des sénateurs qui sont sympathisants du RDPC, soit qui font partie, on va dire, de la majorité présidentielle, c'est-à-dire des partis qui, ouvertement, soutiennent la politique du RDPC. Donc, en réalité, on devrait avoir, je vais dire, pratiquement les mêmes critères dans le choix des prochains, des 30 Pour revenir prochains sur ces critères, parce qu'au-delà de tout, le président, le pouvoir que le président a de nommer 30 sénateurs est un pouvoir discrétionnaire, mais il n'est pas arbitraire. Il est encadré par la loi. Notamment, ils doivent avoir au moins 40 ans. Donc, même si on rajeunit n'importe comment, on ne descendra pas en dessous de 40 ans parce que ce serait violer la loi. Ils doivent être 3 pour chaque région, parce que chaque région est représentée au Sénat par 10 sénateurs. Donc, le président ne peut pas nommer 5 sénateurs dans une région et 1 dans une autre. Chaque région doit avoir ces 10 sénateurs. Donc ça fait partie de la seconde condition. De même comme la loi l'a prévu, les sénateurs qui sont nommés doivent savoir lire et écrire le français ou l'anglais. Une fois que le président a respecté ces critères, il nomme qui il veut. Voilà ce que la loi a prévu. Alors, Charles Elie, on va se séparer dans quelques instants. Peut-être un autre élément. En dehors de ces éléments que vous avez sur la région du littoral, est-ce que vous avez des éléments en rapport avec le déroulement de ce scrutin pour les élections sénatoriales qui sont déroulées ce dimanche? Oui, d'après les rapports qui nous arrivent, c'est que nous avons pratiquement tout pris partout. Cela... Vous savez, quand une élection passe, le lendemain, nous nous mettons en campagne. Le lendemain, nous nous mettons au travail en faisant ce qu'on appelle l'autocritique. Parce que nous, on ne passe pas le temps à critiquer les autres partis. On s'autocritique d'abord nous-mêmes et on voit qu'est-ce qui n'a pas marché pour améliorer le score lors des prochaines séances. Je voudrais tout simplement dire ici que, par ma voix, nous remercions la hiérarchie du parti d'avoir choisi les militants du terrain pour qu'ils soient nos représentants au Sénat, parce que je vous dis, les 7 sénateurs du littoral, les titulaires, sont des militants du terrain. Ça, je vous le dis, c'est les militants du terrain. Et la campagne a été remise entre les mains du président des sections. Nous souhaitons que cela continue ainsi au niveau des législatives et des municipales, qu'on choisisse les acteurs de terrain. Maintenant, en gros, avec le dernier réaménagement du gouvernement, le ministère de la décentralisation et du développement local qui arrive, le Conseil constitutionnel mis en place, le nouveau Sénat mis en place, il va de soi qu'avec la parole présidentielle du 31 décembre qui disait que la décentralisation sera effective cette année, il est donc clair qu'on soit optimiste et qu'on croit à l'avenir. Et je demanderais donc aux gens frère Wafo de ne pas toujours croire que tout n'est que noir, et que les choses avancent dans le bon sens. Alors, Dr Kenfa, pour sortir définitivement de l'émission, il va y avoir peut-être un problème au niveau de la répartition des sièges. Comment ça se fait, cette répartition des sièges-là? Parce qu'on commence à lire quand même pas mal de choses sur la façon de répartir les sièges, sur une liste
vu dans certaines localités, on commence à parler des listes qui auraient 6 sièges, d'autres 1 siège, comme ça a été le cas avec des informations qui viennent de la région du Nord-Ouest par exemple. Quels sont les critères qui gouvernent la répartition des sièges dans une élection, aux élections sénatoriales? Oui, le code électoral a prévu que les sénatoriales sont encadrées par un scrutin mixte qui jumelle le scrutin, le système majoritaire et la représentation proportionnelle. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cela veut dire que lorsque, au terme de la clôture d'un bureau de vote, on fait le dépouillement, quand on élimine les bulletins nuls et les bulletins blancs, il nous reste les suffrages valablement exprimés. Ce sont ces suffrages qui vont permettre de repartir les 7 sièges en compétition. Et la première chose à faire, c'est de mettre sur pied le scrutin majoritaire, qui dit quoi? Le candidat qui a obtenu la majorité absolue, la liste, merci, qui a obtenu la majorité absolue des suffrages valablement exprimés, remporte les 7 sièges. S'il n'y a aucune liste qui a obtenu la majorité absolue, la liste qui a obtenu la majorité relative reçoit la moitié des sièges majorés au quotient élevé le plus proche. Or, on a 7 sièges, la moitié c'est 3,5, quand on majore on est à 4. Ça veut dire que la liste est arrivée en tête à 4 sièges. D'abord. Ouais. Maintenant, lorsqu'il y a des restes, on rentre donc dans la représentation proportionnelle qui permet de repartir les sièges restants en fonction des suffrages obtenus par chaque liste. Mais cela ne se fait pas comme ça. Il faut définir un quotient électoral. Un quotient qui peut être national ou alors qui peut être local. C'est-à-dire, on dit au niveau local, on va diviser le nombre de suffrages par le nombre de sièges à pouvoir. On obtient un chiffre. Et chaque fois que une liste de candidats a ce chiffre dans ses suffrages, on lui attribue un siège. On repartit ainsi un siège au fur et à mesure jusqu'à l'épuisement des différents sièges. Malheureusement, nous sommes tenus par les impératifs du temps. On va vous remercier, Dr Etienne Kinfack, d'être venu sur ce plateau pour cette édition spéciale en rapport avec ces sénatoriales 2018. C'était un plaisir. Je rappelle que vous êtes enseignant de droit à l'Université de Douala, à la Faculté des sciences juridiques et politiques. Le département de droit public. Département de droit public. Merci Dr Kinfack d'être venu. Merci à vous, Charles Elisan, vous êtes militant du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le plus grand parti du Cameroun. Voilà. Merci Madame, Messieurs d'avoir regardé cette édition spéciale. Nous aurons certainement l'occasion de revenir sur ces élections sénatoriales avec beaucoup plus de détails, notamment sur la répartition des sièges et sur la composition définitive du Sénat. Excellente soirée à tous et à très bientôt. Au revoir.